François Bon, Balzac roman. Bloc du matin sans préparation et mon enfoncement Balzac. Après tout, tu peux toujours te dire, allez, enfonce-toi, fiche-nous la paix, mais je ne me souvenais plus d'Albert Savarus. Alors évidemment, tu vas dire toi aussi, bon, est-ce que vous vous en souvenez d'Albert Savarus? Est-ce qu'on peut vivre sans se souvenir d'Albert Savarus? Albert Savaron de Savarus. Alors c'est du Balzac que tu as lu, probablement en 40 ou 50 ans, tu as lu au moins 2 fois, mais si tu t'en souviens pas, pourquoi? C'est faible, c'est raté, ça a pas pris, comme dans Cabinet des Antiques, tu peux avoir comme ça ce genre d'images, des images mordantes, des scènes arrêtées. C'est ça qui crée la rémanence, qui fait que le livre agit à distance. Plutôt venu parce que ces jours-ci, là, je lisais en particulier dans Béguin, c'est soi-disant double de Balzac installé dans la comédie humaine. Mais oui, mais quand Balzac fabrique un personnage, est-ce qu'on fabrique un personnage avec simplement, parce que toi tu as vécu ça, comme Louis Lambert au collège, comme le narrateur d'Ulysse dans La Vallée, à cause des séjours de Balzac à Saché, ou La fille aux yeux d'or, cette chambre qui était la sienne rue des Batailles, mais tout d'un coup, le crime qu'on accomplit au couteau vient sur la table d'écriture, mais on aurait une sorte de diffraction de Balzac dans son œuvre, comme dans les Contes drôlatiques, là, ce projet de préface, il s'invente 100 clones de lui-même, qui tous sont à écrire des versions différentes de la même histoire. Mais est-ce que c'est Balzac, ou est-ce pas plutôt Balzac qui se traverse lui-même pour installer son personnage, donner son épaisseur à son personnage. Alors, dans la comédie humaine, Béguin dit, Albert Savarus, des doubles de Balzac. Ce qui m'a trompé aussi, c'est que peut-être, alors ce Pléiade, l'édition de référence, 12 volumes, à la fin, il y a un index qui est vraiment un outil de travail formidable. La moitié du tome 12, c'est les différents index, des outils de boulot, plus les 2 volumes d'œuvres diverses, mais ça, c'est plus bizarre parce que souvent dans les œuvres diverses tu as les embryons là de ce qui est qui fait la comédie humaine. C'est pas comme ça que ça se divise, que ça se sépare, et ça, des fois tu rêves comme ça un Balzac géant qui soit uniquement chronologique, pourquoi pas même les lettres insérées dedans comme on fait de Kafka. Comment il commence la comédie humaine? Alors il appelle ça étude de mœurs, scène de la vie privée, et là justement Albert Savarus, on est en 1841. Et le problème de Balzac, c'est comment lever cette architecture et la faire tenir, qu'elle se tienne tout seul. Et nous, on a tendance à interpréter les 12 tomes Pléiade comme étant une sorte le premier tome comme une sorte de chose de début, de Balzac en rodage, du Balzac jeune. Non, c'est pas du tout ça. Et moi, Balzac, c'est quoi ce voyage entrepris? C'est parce que Balzac, c'est ma vie. C'est comment tu as découvert à 15 ans que la littérature, si elle est une sorte de grand bloc disjoint qui se répond comme ça, c'est en tant qu'œuvre qu'elle peut remplacer le monde. Et ça, pour moi, ça a un nom, Balzac, depuis toujours. Et alors, ce prisme de l'œuvre complète, pour moi, il est forcément indissociable. C'est pas un livre plus un livre plus un livre. Alors, tu sais que dans l'architecture de la comédie humaine, ça va vers des gros pôles, des centres de gravité qui peuvent être illusion perdue, puis splendeur, et puis ensuite la cousine bête, le cousin ponce, et puis tout au bout, ces études analytiques dont j'ai mis longtemps avant de savoir quelles étaient. En fait, ces choses comme la peau de chagrin, ces choses qui touchent au mystique, ou qui sortent du fantastique comme à Dieu, mais qui sont, elles, en fait, le Balzac jeune, le Balzac initial. Donc, la comédie humaine, dans ces 12 tomes, quand il s'agit des livres numérotés, c'est presque un effet inverse. C'est-à-dire, le premier tome, avant-propos, alors ça l'avant-propos, on viendra y regarder de près, mais étude de mœurs, scène de la vie privée, la maison du chat qui plotte, m'en souviens pas. Le bal de Sceaux,
M'en souviens pas. J'ai lu tout ça. Mémoire de deux jeunes mariés. Celui-là, j'ai jamais trop aimé. C'est par lettres, le roman par correspondance. C'est vraiment quelque chose de fini. La bourse, bon, une scène de genre. Modeste Mignon, grand roman raté. Mais pareil, c'est pas. Là, je me suis forcé à le relire. Mais un début dans la vie, c'est différent. Parce que pourquoi? Un début dans la vie. Oh, c'est marrant comme histoire. C'est les chemins de fer. Dans Balzac, je crois qu'il y a 9 occurrences comme ça des chemins de fer. C'est vraiment important pour lui, cette révolution-là. Et les chemins de fer, par exemple, que si tu vas de Paris à Sachet, au lieu de le faire Paris-Tours, dormir à Tours et repartir le lendemain, tu fais qu'est-ce que ça change de pouvoir faire comme ça 2 choses dans la même journée que tu faisais autrement. Alors, il se pose ce problème, et comment l'histoire qui va lui jaillir de ça, c'est une patache, une diligence qui fait l'Isle-Adam, lieu biographique, jusqu'à Paris, à temps zéro plus 10 ans, temps zéro plus 20 ans. Les mêmes personnages, dans la même diligence, vont être pris sur 3 fois le même voyage, mais chaque fois à 10 ans d'intervalle. Et voilà la réponse de Balzac à l'idée de la locomotive. Alors, celui-là, bien sûr. Et puis, ça finit par La Vendetta, Histoire corse. Bon, pareil, j'ai eu une fois, je suis jamais revenu. Et ce Albert Savarus. Mais 1841, c'est quoi 1841? C'est le moment où tout se rejoint. Mais t'es écrasé de boulot, tu travailles ici, il faut aller faire ça, c'est un grand tas de sable qu'il faut truc. Et en même temps, il faut ramener de la fraîche. Il faut publier des choses, tout simplement pour pouvoir finir les fins de mois en même temps. Et donc Albert Savarus va être publié cette année 1841 en feuilleton. Donc 11 fois là, comme ça, au quotidien. Alors ça, tu sais bien comment ça marche. C'est-à-dire, si tu arrives à le vendre là à ce journal, tu donnes des extraits, tu sais que tu as 2 ou 3 épisodes prêts, et puis le temps que ces 2 ou 3 épisodes, ça y est, c'est parti, donc tu vas continuer, et puis ensuite, ça va être quasiment au jour le jour. C'est comme ça aussi chez Dickens. Donc c'est quelque chose qui s'écrit vite, et qui s'écrit là, à chaud, tout en bossant à fond sur la comédie humaine. Alors, par exemple, voilà, Balzac, là, ces années-là, qu'est-ce qui est ça? Il écrit ça à Hetzel. La comédie humaine me prend 200 heures par mois, car je lis 2 fois chaque épreuve. J'ai corrigé l'édition antérieure qui sert de manuscrit. Ça fait 3 fois à 3 heures par feuille. Il y en a 30 par volume. Jugez ce travail dont je ne vous parle jamais. Il est écrasant. Il s'agit de trouver mes fautes, les corriger. C'est un perpétuel examen de conscience littéraire. Je suis effrayé de ce que va me coûter la recherche de l'absolu à corriger. Ce sera 8 jours entiers pour en examiner le manuscrit, sans compter les épreuves à relire. Et pourtant, ça va être Hetzel, c'est l'éditeur de Jules Verne, et ça va être quelqu'un qui a un rôle particulier aussi. Il va inventer le livre pour lire aux enfants. Il va faire le livre des conteurs. Et il va demander une histoire à Balzac. Ça aussi, on va se la lire. Ça fait juste quelques jours que j'ai découvert ce Tony, conte pour enfants, écrit par Balzac. Et c'est là aussi où il dit entraîné par la rapidité de l'impression. Mais ce sera le cas aussi avec son Albert Savarus, là, qui paraît chaque jour d'affilée pendant 11 jours. Mais il fallait paraître. Quel d'entre nous pourrait dire ça aujourd'hui? Et moi, j'ai pas eu le temps de refaire, etc., etc. Mon cœur d'honnête homme de lettres enseigne encore. Il fallait paraître. Alors, c'est dans ce contexte-là que s'installe Albert Savarus. Alors d'abord, il y a Besançon. Besançon, Balzac y a passé, oui, parce que c'est sur la route, tu passes par le Jura pour descendre en Suisse à Neuchâtel. Il a eu ses rendez-vous avec Madame Anscas et Neuchâtel, et il connaît un type là-bas, Charles de Bernard, donc il s'est arrêté à Besançon. Donc l'image comme ça de qu'est-ce qui reste d'une ville? Moi aussi je l'ai, cette image de ville de Besançon. Il y a une librairie, probablement elle existe encore, qui s'appelle Sandales d'Empédocle. Je suis allé plusieurs fois, autrefois, faire des lectures, dont une avec Teuplice, où je suis allé faire aussi une lecture au musée du temps avec Dominique Pifarelli. Donc la ville, cette espèce de sensation encaissée, la boucle du Doubs. Balzac, il parle de ce fleuve là, en boucle qui enserre la vieille ville dans cet encaissement. Donc il y a forcément, tu pars d'une sensation ou d'une couleur ou d'une
perception, voire d'une odeur. C'est comme ça pour Angoulême, c'est comme ça pour Alençon, c'est pour Issoudun, la Rabouilleuse. Balzac n'invente pas des lieux comme ça au hasard. Il se sert d'une intuition de paysage. Et même si ce paysage, pour lui, c'est s'y être arrêté 4 fois dans 2 voyages à Neuchâtel, une fois à l'aller, une fois au retour. Toujours cette idée de l'isolement de ces villes. Elles deviennent des théâtres à part entière, parce que, bien sûr, tout se règle à Paris, les ambitions, mais c'est parce que les personnages sont attachés là, à cette ville, à leur ville, comme par une sorte d'élastique, un lien dont chacun est incapable de se débarrasser, que ça devient matière, roman. Il faut que tu fasses exister la ville d'après ce qu'elle est réellement. Et comment une ville existe réellement? Par sa disposition géographique. Et ce côté de la ville enserrée dans la boucle de sa rivière encore torrentueuse, le Doubs à cet endroit-là, cette logique de l'eau, elle va être extrêmement présente, paradoxalement, dans Albert Savarus. Parce que le bonhomme, enfin en tout cas la famille qui va être au centre, les Vatreville, ils ont une terre, une petite noblesse, à côté de Besançon, un truc s'appelait les Rouxey ou un truc comme ça, qui est une espèce de piton rocheux avec un village, et ils se le sont appropriés. Il y a un procès avec justement les gens du village, et ça va compter dans l'histoire, et c'est sur un lac. Et c'est le lac qui va aussi servir à la noyade du père. Et c'est pas rien, ça. Mais en même temps, on aura une histoire imbriquée où ce sera un autre lac. Ce sera le lac Majeur en Italie. Tradition littéraire. Et puis il y aura le 3e lac qui sera celui de Genève. Donc tout d'un coup, on aura un jeu avec 3 lacs qui vont se superposer. Chacun associé à une nappe particulière du récit, et on a l'impression que cette géographie superposant 3 lacs, qui évidemment sont dans des endroits distincts, c'est ce qui va donner son millefeuille si particulier à ce livre, qui pourtant est dans l'enfermement, là, le vieux tissu serré du centre quasiment médiéval de Besançon. Et puis le lac Majeur, 1841, c'est là que meurt Stendhal. Alors ce lien Balzac-Stendhal, ça reste pour nous énigmatique, mais c'est forcément une sorte de jeu aussi de double inverse. Et comment Balzac ne serait pas affecté en profondeur par la mort de cet autre HB. Il y a un livre sur Stendhal qui s'appelle HB. Et Stendhal, la Chartreuse, la fin de Fabrice, tout ça aussi se base sur le lac. Alors est-ce que Savarus n'est pas une sorte d'hommage posthume? Ouais, hommage posthume, c'est pas comme ça que ça marche dans leur tête à l'époque, mais quelque chose qui saurait écrire quand on est travaillé par le deuil immédiat de Stendhal, alors qu'on n'en parlera pas autrement. Enfin, en tout cas pour nous, pas possible d'y échapper. Et puis donc, Philomène, dans cette relecture, se dire, mais c'est pas Savarus le héros, c'est Philomène. Et découvrir aussi que, ensuite, dès que c'est la comédie humaine, il la rebaptise Rosalie, et plus Philomène. Et pourtant, à un moment, le livre va s'appeler Rosalie, et puis redeviendra Savarus. Et puis, tout à la fin, cette Philomène, à cause de la méchanceté qu'elle a commise, et qui va être le nœud de l'histoire, non seulement on lui fait la fin la plus horrible possible, mais il faut que cette fin soit violente, et on va la dépecer physiquement. Et là, tout d'un coup, tu te dis, qu'est-ce qui se passe chez Balzac pour que la fin de ce livre soit ainsi le dépeçage de son personnage principal? Alors allons-y pour Albert Savarus. Albert Savarus, double de Balzac. En quoi? C'est quoi 1841? Mort de Stendhal, mais il y a un autre mort.
monsieur l'époux de Madame Anska. Madame Anska, ça fait déjà quasiment 17 ans qu'on s'aime, mais bon, on s'aime à distance et on s'aime quand on se voit. Et là, il l'a pas revue depuis 1835, parce qu'il en avait un peu marre d'attendre. C'était se dire, Madame Anska, ce sera quand monsieur Anski sera décédé, c'est moi qui deviendrai Balzaki, l'époux de Balzacska. Et puis, vous savez qu'il finira quand même par l'épouser en 1850, mais c'est pour mourir 2 mois après. C'est pas brillant, ça. Mais ça, c'est pour ça qu'il faut un hiver pour aller explorer Balzac. Ouais, donc en 1841, ça y est. Donc tout d'un coup, ça repart. Ça repart, mais il y a une tante à héritage, une Rosalie, le nom est là, et Madame Anska dit, mais Rosalie dit que non, moi ça se fait pas d'aller se marier avec un saltimbanque français, puis il faut voir le petit saltimbanque, tout rond, qui a plus de dents, haut comme ça, et Balzac, ça s'énerve, ça piaffe, et puis finalement, elle l'envoie paître. Elle l'envoie paître, en plus il vit maritalement là, avec sa Louise de Brognon, donc c'est compliqué. « Vous êtes libre », lui dit-elle. Alors évidemment, cette lettre de Madame Anska où elle dit à Balzac « Vous êtes libre », et lui il va remonter au créneau. Et en 1843, ils vont renouer. Et ça y est, cette fois, il obtiendra quand même que ce soit lui qui aille en Ukraine et que ça finira donc par le mariage. Mais 1841, tout d'un coup, c'est que le mari dont on avait le vieux mari dont on avait si longtemps attendu la mort, et ben maintenant qu'il est mort, Madame Anska, finalement, alors là, oui, il y a un croisement autobiographique. Pourquoi ? Parce que dans Albert Savarus, il y a une histoire imbriquée. Alors, histoire imbriquée, vous savez ça dans Don Quichotte, là, ça peut être formidable, parce que c'est des insertions avec des mises en abîme, des boucles, etc. Alors, pourquoi c'est compliqué, l'histoire imbriquée ? C'est que c'est une nouvelle. Alors, Balzac, il recase, c'est pas long, hein, c'est 80 pages, là, dans le Pléiade, même pas si j'ai 915, c'est 90 pages. C'est pas un livre long, et à l'intérieur, il y a cette nouvelle. Balzac, il en manque pas des nouvelles, il explore toujours les mêmes thèmes. Alors à chaque fois qu'il y a un thème comme ça, tu peux aller chercher dans ce qui est avant la comédie humaine, quand il s'appelait Lord Haroun ou Horace de Saint-Aubin, ou les ébauches, là justement, qu'on a dans les œuvres diverses, des trucs rédigés en 2-3 pages et qui n'a pas développé. Donc tu prends aussi dans ta boîte à outils ce qui va être un thème d'histoire, et celle-ci, l'amour impossible de la belle duchesse italienne, oui, il y a quelque chose de stendhalien là. Mais tu recases, tu recycles parce que il y a besoin que cet avocat qui est venu à Besançon, il publie une revue, et c'est là où il y a quand même un travail de Balzac sur lui-même. Tu travailles sur toi-même par personnage interposé. Et ça c'est renversé. L'idée de l'autobiographie qui est source pour le personnage. Non, tu utilises le personnage pour aller creuser ce que tu ne sais pas de toi. Et donc ce brave gars, en amateur, il écrit une nouvelle, ça aurait pu suffire. Non, mais il raconte la nouvelle. Et lui, c'est ça aussi qui est tout d'un coup, où tu ouvres un truc hyper compliqué. C'est que cette nouvelle révèle son propre amour pour l'inaccessible duchesse italienne. Et là va se nouer l'histoire. C'est-à-dire que malgré tout, ce qui fait tenir Albert Savarus, c'est que le nœud de l'histoire, qui est celle de la scène de la vie privée dans l'ouverture de la comédie humaine Étude de mœurs, se joue dans une nouvelle soi-disant écrite par le personnage, donc pas par Balzac, et qui révèle un aspect biographique de la vie du personnage sous le biais, la transfiguration de la soi-disant fiction, et qui va conditionner l'architecture dramatique de l'histoire. Parce que ça, Balzac, si t'as pas l'architecture dramatique du début et qu'on va mettre tout le livre par onde concentrique à rejoindre, ça marche pas, ça fait pas du Balzac. Waouh, on a toujours ce respect qui nous revient.
N'empêche que après tu te marres, parce que Balzac a toujours ses côtés pas naïfs un petit peu, mais à chaque fois c'est son truc. Il y a cette nouvelle qui est publiée là, et après tout le monde va s'extasier. Ça veut dire que Balzac écrit dans son roman une strate qui est comment je m'extasie sur ce que je viens d'écrire et est inséré en tant que nouvelle à l'intérieur du roman. Bon, ça c'est pas, mais on s'habitue, on prend un carré, on lui tape un peu sur l'épaule. Ah, mon pauvre Balzac, tu vas pas changer de ce côté-là. Hein, bon, mais c'est pas grave. Allez, on va rentrer dans le... donc, dans cette nouvelle, il y a cette phrase. Vous êtes libre. Ça veut dire que le coup de massue de Madame Anska, enfin libre de se remarier... Et Balzac, pour lui, c'est sérieux. Je serai le beau-frère de tel prince, je serai de la famille, associé à la famille de tel, du sous-machin du tsar, et tout ceci. Mais comment ? Et oui, mais Balzac, c'est aussi ça. Et le problème, c'est ceux qui définissent la comédie humaine par cet appui du personnage dans sa propre vie. Alors qu'évidemment, l'écriture, c'est une table de dissection. La rencontre d'une machine à coudre et d'un parapluie sur une table de dissection. Ben c'est ça, Balzac. C'est plus fort que ses idées sur la royauté ou sur le saint catholicisme. Oh, c'est jamais très gai chez lui, le catholicisme. Alors ce Albert Savaron de Savarus, qu'est-ce qu'on en saura ? Ben c'est ça le paradoxe. C'est que tu lis et tu dis, mais enfin, ce Savarus, mais qu'est-ce qu'il fout, Savarus ? Il arrive, Savarus ? Ah bah oui, on a un peu d'Albert Savarus. Alors, par exemple, Albert Savarus, bah, c'est pas lui qui ouvre le livre, c'est une famille, donc c'est une structure à 4. Il y a le vieux papa, et on va regarder, parce que c'est pas neutre. Il y a la maman, qui est un personnage, mais qui est le personnage central, en fait. C'est un travail sur la mère. Et... on va se les prendre séparément. Monsieur et madame ont une fille, Philomène, et il y a une sorte de Ludion qui est une espèce de petit nobliau sans fric qui vit à Besançon et qui, pour avoir la fille, et c'est la mère qui a les pépettes, pour avoir la fille, drague la mère. Et puis... le drame, c'est que la fille donc, qui va tomber amoureuse de ce Savarus, elle finira par dire à sa mère « épouse-le, il est plus jeune que toi ». Mais non, c'est « vas-y ». Et le type se retrouve condamné à épouser la mère. Et c'est même assez paradoxal, parce qu'il est bien forcé à un moment donné de dire « et ils ont 2 enfants ». Après, ah oui, ils ont 2 enfants, mais attends, qu'elle est là, cette fille de 20 ans alors tu triches un peu. Elle avait 38 ans, et à 38 ans, donc elle commence une vie de jeune fille, elle aura 2 enfants avec son brave gars, et hop, exit, reste Philomène. Alors Savarus, voilà que dans ce tout petit Besançon, alors c'est non seulement on s'aperçoit de fenêtre en fenêtre dans cet univers de jardin clos de la vieille ville, mais elle va obtenir de son père qu'on fasse dans le jardin une sorte de belvédère. Puis après elle dit à sa mère « ah oui, mais de ce belvédère c'est pas bien parce qu'on va voir le jardin justement là du petit nobliau qui va épouser la mère au lieu de la fille. » Alors la mère dans un truc « ah non, bah on va le mettre plus loin là-bas. » Enfin, et elle réussit parce que alors de ce belvédère, une petite grotte, comme on fait là, une petite folie, ça va bien dans la bourgeoisie là, qui s'aménage comme si c'était le parc d'un château, alors qu'on est vraiment là dans le vieux centre de Besançon. Elle va pouvoir regarder de loin l'intérieur de chez Monsieur l'avocat. Et Monsieur l'avocat, alors oui, il y a un côté portrait de Balzac parce que il a un grand front, des épais cheveux noirs, un menton volontaire et un nez avec un bout carré. Donc le nez avec bout carré, si on fait une recherche là, même dans Balzac, on s'aperçoit toujours qu'il y a une sorte de diffraction de portrait comme ça. Oui, mais il est de taille moyenne, plutôt fin. Balzac n'était pas de taille moyenne, il était un
cran en dessous. Il y a des petits bonshommes chez Balzac, c'est jamais neutre. Et Balzac, il est très attaché à l'idée des gros coups. On a ça dans Louis Lambert, et puis ça revient dans d'autres histoires, parce que si on a un gros coup, la pensée va plus vite et plus facilement de la tête à la main et revient. Savarus, non, lui, il n'est pas dans les gros coups, alors que Balzac, oui, il est dans les gros coups. Alors, tu te dis, puis Balzac, il est sphérique, quoi. Et il en souffre, justement parce qu'on est en 1841. Il s'est bousillé physiquement, un petit peu, et en tout cas, c'est plus le Balzac qui pouvait un petit peu passer ça. Et puis, Savarus, il n'a pas perdu ses dents. Donc, il y a tout ça qui font qu'il y ait des éléments miroirs dans le portrait qu'on construit de ce Savarus, certainement. Mais en fait, c'est simplement des archétypes. C'est l'archétype du type pour qui l'étude et l'écriture font partie de la vie. Alors, il y a un autre croisement biographique. Ce type, il vient de faire une faillite. Une faillite en lançant un journal dans Paris. Biographiquement, Balzac avait racheté en 1838, si je ne me trompe pas, 73% des parts d'un journal parisien, la Chronique de Paris. Il s'est mis à écrire comme un fou, et c'est un des paradoxes. Pour lui, la réussite avec le journal de Paris, disposer de son propre organe d'édition, c'était une valeur symbolique plus forte. Et même nous, là, aujourd'hui, avec la publication web, la publication livre, c'est plus fort que tout ce qu'ils pouvaient négocier financièrement avec les Verdets, etc. Qu'est-ce que tu négocies avec un éditeur? La position symbolique que tu as conquis par ton journal. Donc, la Chronique de Paris, c'est une affaire où Balzac, le Balzac mûr, le Balzac qui a déjà une œuvre romanesque considérable, qui vend un nom. Il est une brande, comme on dirait aujourd'hui. 2 ans après, il a perdu tant de sous que toutes ses pauvres économies y ont filé. Il se retrouve avec une dette massive. Et s'il n'y avait pas eu la dette, est-ce qu'il y aurait la comédie humaine qui ouf, le sauve d'affaires? Il ne sera jamais sauvé d'affaires après un truc comme ça. Mais le naufrage de la Chronique de Paris, on l'entend dans ce que dit Savarus de pourquoi il recherche refuge à Besançon. Sauf que Balzac, lui, après que l'effondrement de la Chronique de Paris, est-ce qu'il s'en va à Besançon? Non. Balzac, lui, il reste, il continue. Et on reprend. Et on reste accroché au chantier, avec les dents. Il lui en reste 3. Donc le double, l'interprétation d'Albert Savarus comme un double de Balzac, non, c'est pas ça. Et par contre, ce type qui est avocat, alors là, on rentre pas dans le détail, c'est-à-dire qu'il va gagner des procès, parce que justement, pourquoi il est là? Il est là par ambition. C'est quoi son truc? C'est revenir à Paris. C'est revenir à Paris, mais via la politique. Il veut se faire élire député. Donc en fait, il gagne des tas de procès parce que voilà un avocat balèze qui se lance là dans la petite justice provinciale, mais avec toute son... Il y a par exemple, qu'est-ce qui est beau dans la description, le tout petit rôle d'Albert Savarus dans le livre qui porte son nom. Eh bien, qu'est-ce qui s'installe à Besançon? Il s'installe une chambre tapissée de livres, principalement de droit, malgré tout. Mais il s'installe une espèce d'œuf de livres et il va lancer une revue qui s'appellera Revue de l'Est et tout ça, donc une revue avec une instance, et c'est là où il va publier cette nouvelle. Mais il s'agit de quoi? Il s'agit de donner là cette valeur symbolique à cette bourgeoisie de Besançon qui n'en dispose pas, tout simplement. Elle va devenir bourgeoisie intellectuelle parce qu'il y aura un organe littéraire qui naîtra et sera imprimé et diffusé par abonnement à Besançon. Là, on a une figure balsacienne, mais qui n'est pas une figure autobiographique. Et donc, ça naîtra parce que ce type-là, il est dans son écart, il est exilé à Besançon parce qu'il est ruiné, mais est-ce qu'il se fait payer pour son boulot d'avocat? Oui, un petit peu, mais il cherche à dire... vous me payez rien pour le travail d'avocat, mais puisque je vous ai fait gagner le procès, vous m'aidez pour que je sois élu député. Voilà, en gros, c'est ça, et c'est passionnant. Oh là, c'est passionnant. Albert Savarus, dans son petit œuf à livres,
il y a ses plaidoiries, d'accord. Ça, on ne va pas l'accompagner au tribunal et tout ça, mais il y a quand même un dehors à la vie d'Albert Savarus. Il y a les gens qu'il reçoit, et il les reçoit à la porte de la pièce qui est l'œuf avec les livres et la table d'écriture. Il a un vestibule social avant la pièce d'écriture. Et en ce sens-là, là, Savarus, c'est une image rémanente que tu vas garder, sauf que, bon, moi, je vais oublier qu'elle était là. Et l'autre chose, c'est ces petits jardins clos. C'est-à-dire, il passe des heures à se promener, là, de long en large, dans ce petit jardin où il est seul, où il rumine ses pensées. Et ce travail-là de méditation marchante, eh ben, c'est ce que la Philomène va observer. Alors, ensuite, bon, l'histoire. Il rêve donc, ce Albert Savarus, de son amoureuse en Italie, qui, comme par hasard, elle aussi attend la mort du vieux mari. Le vieux mari va mourir, et là, cette Philomène, devenue folle dingue, parce qu'elle voit le type à distance. Lui, c'est même pas qu'une gamine de 17-18 ans, excusez-moi du mot, mais elle est traitée, elle est construite de cette façon-là. Il faut qu'elle soit dans ses 17-18 ans, parce que c'est la conception que Balzac, là, elle devient amoureuse, folle, parce que le personnage est une miniature inaccessible de loin. Il est plus vieux qu'elle, ouais, il a 34-35 ans. Mais un mariage d'un gars qui a 35 ans avec une fille qui a 17-18, ça n'a rien d'extraordinaire. Donc elle décide, là, de se l'approprier pour échapper à ce type qui, lui, installe toutes ses armes auprès de sa mère pour capter la fille et avoir l'héritage. Et elle n'en veut pas de ce type. Elle le voit tout nu, sous ses apos, ses attraits, etc. Et là, c'est dur. C'est-à-dire qu'elle, elle est vêtue de draps, de robes en laine, elle est maintenue par sa mère dans un état d'habillement qui en fait peut-être la fille à marier, mais dépourvue de tout ce qui pourrait révéler une féminité, tandis que le petit gigolo, lui, alors qu'il a des revenus extrêmement limités, les passe tous en crème, en vêtements venus de Paris, pour se faire valoir auprès de la mère et capter l'héritage. Donc on est dans du sordide. Et ça, ouais, Albert Savarus, là, ça tient. Donc il y a l'histoire de la nouvelle, j'en ai parlé, et la fille, là, elle va trouver un moyen d'accaparer, puisque c'est son voisin, et qu'il y a une histoire, là, leur propre domestique, Mariette, couche avec le domestique de l'avocat qui s'appelle Jérôme. Eh bien, elle va obtenir, bon, moi je dis rien sur vos embrassades clandestines, mais alors tu me donnes le droit de lire les lettres avant que Jérôme aille les poster. Voilà, ça c'est le nœud dramatique. Alors évidemment, ce nœud dramatique, allez-y, vous ne perdrez pas votre temps à lire Albert Savarus. Et dans une lettre, ben ça se sera révélé après. Elle supprime une lettre de Savarus à sa duchesse, qui vient d'être veuve, et elle dit « Ah, dommage que vous soyez veuve maintenant, parce que moi je vais me marier à ma jeune voisine Philomène. » Et c'est là qu'elle lui répond aussi, emboîtement par rapport à la nouvelle. « Monsieur, vous êtes libre !» Donc cette phrase de Madame Anska qui vient résonner comme ça, mais une fois que la Philomène aura écrit une fausse lettre, elle s'entraîne à imiter l'écriture. Et elle ne révèle pas. C'est-à-dire le crime sera révélé seulement plus tard, parce que comment il va réagir, l'avocat? Ah merde, c'est fichu pour la duchesse. Ah ben j'ai toujours la petite voisine. Non, il va s'enfermer où? Il va s'enfermer dans un lieu que Balzac est allé visiter, la Grande Chartreuse, près de Grenoble. C'est sur le chemin de la Suisse. Il a voulu voir ça. Et la Grande Chartreuse, voir la Grande Chartreuse par l'extérieur, non seulement, ce sera Savarus là, ah, la rédemption divine, j'ai commis des fautes, me voilà maintenant devenu frère Albert, belle tartine. Et ensuite, elle, la Philomène, dans l'échec elle fera des voyages exprès une fois par an pour aller voir la muraille, l'extérieur de la Grande Chartreuse, alors que le Savarus est derrière. Alors où on va avec tout ça? Est-ce que ça vaut le coup d'aller faire des résumés, des modes d'emploi?
c'est l'écriture. Alors par exemple, c'est l'écriture et c'est cette question du rapport de Balzac à la femme. Alors Eugénie Grandet, Honorine, Ursule Mirouet, des titres qui sont des personnages femmes. Combien on en a dans Balzac? Ah ouais, une flopée, une tripotée. C'est une fibre de l'écriture balzacienne en tant que telle. Alors pourquoi ce livre ne s'est pas appelé Philomène? Eh ben, on va découvrir qu'il s'est appelé un temps Rosalie. Alors pourquoi Rosalie au lieu de Philomène? C'est que tout le début, l'exposition là de Philomène, c'est que pourquoi les parents là, alors ce vieux monsieur, d'ailleurs c'est ça. Attendez, là je prends comme ça. Là, l'hôtel de Rupt ne manquait pas d'une certaine splendeur digne de Louis XIV de tout temps. La France et l'Angleterre, le jeune Amédée, donc le gigolo, et puis le vieux monsieur de Watteville. Alors, ça c'est un portrait incroyable. Parce que ce vieux monsieur, quand il apparaît dans le livre, ce qu'on nous dit, c'est à quoi il s'occupe. Et à quoi il s'occupe, c'est il a rien à faire. Mais en général, c'est pas gênant, les aristocrates, d'avoir rien à faire. Oui, mais lui, ce qu'il fait, il passe son temps dans un atelier, où il a un tour à bois et il tourne. Alors il tourne des ronds de serviettes, il tourne des tas de choses de cet ordre-là. Et du côté pour sa femme, évidemment, c'est non, mais qu'est-ce que c'est que cette vie d'être dans son atelier, de faire des objets sur un tour à bois, et c'est tout ce qui l'intéresse, c'est les breloques, le bricolage. Alors c'est des petites touches? Ouais, mais quelles petites touches? Monsieur de Watteville passait sa vie dans un riche atelier de tourneur. Il y a mis des sous. Il tournait, point d'exclamation. Comme complément à cette existence, il s'était donné la fantaisie des collections. Tiens donc, pour les médecins philosophes adonnés à l'étude de la folie, cette tendance à collectionner, grand truc au 19e, les collections. Pour les médecins philosophes adonnés à l'étude de la folie, cette tendance à collectionner est un premier degré d'aliénation mentale, dit-il, quand elle se porte sur les petites choses. Le baron de Watteville amassait les coquillages, les insectes et les fragments géologiques du territoire de Besançon. Croyez que Balzac y met des trucs au détail? Non, parce que, à la fin du bouquin, le Watteville, dans un morceau de granit, il croit voir apparaître une trace fossile d'un insecte. On sait bien que dans le granit, il n'y a pas de fossile. Ah oui, mais lui, il dit « Wow, cette marque que je vois, là, sous l'eau, si c'est un fossile dans du granit, ma réputation est faite. » Et boum, il va se noyer comme c'était après manger. Il tombe dans le fond du lac. Et oui, bon, là j'anticipe. Et ensuite, ça revient. Leur fille, Philomène, quand elle apparaît, à 18 ans, mademoiselle de Watteville était une jeune fille frêle, mince, plate, blonde, blanche et de la dernière insignifiance. Tu veux prouver l'insignifiance de ton personnage, tu commences par construire les preuves physiques de l'insignifiance. Frêle, mince, plate, blonde, blanche. 5 adjectifs. Qu'est-ce qu'ils portent, chacun d'entre eux? Ses yeux d'un bleu pâle s'embellissaient par le jeu des paupières qui baissaient, produisaient une ombre sur ses joues. Quelques taches de rousseur nuisaient à l'éclat de son front, d'ailleurs bien coupé. Son visage ressemblait parfaitement à ceux des saintes d'Albert Dürer et des peintres antérieurs au Pérucine. Même forme grasse, quoique mince, même délicatesse attristée par l'extase, même naïveté sévère, tout en elle, jusqu'à sa pose, rappelait ces vierges dont la beauté ne reparaît dans son lustre mystique qu'aux yeux d'un connaisseur attentif. Le connaisseur, le voyageur, il y a toujours des témoins qu'on installe. Elle avait de belles mains, mais rouges. Et le plus joli pied, un pied de châtelaine, habituellement, elle portait des robes de simple cotonnade, mais le dimanche et les jours de fête, sa mère lui permettait la soie. Ses modes, faites à Besançon, la rendaient presque laide.
Donc la mère fabrique une fille laide. Ce sera curieux parce qu'à un moment plus tard, tout à la fin, dans une espèce de vengeance, il y a une scène de bal et elle sera aussi belle que la duchesse, sa concurrente, sauf que ce sera trop tard. Alors pourquoi punir Philomène? Et dans l'édition Furne, c'est-à-dire, vous savez, il y a cette publication en feuilleton, il y a l'édition de chez Furne qui rassemble ça, et là, Balzac, comme elle est laide physiquement, il veut expliquer pourquoi elle a un nom ridicule. Philomène. Bah, au temps de Molière ou Marivaux, pourquoi pas, mais pas maintenant, pas au 19e. Et donc, il raconte que c'est à cause de cette mode d'une sainte Philomène en Italie, et qu'en Italie, ces années-là, on avait eu plein de Philomènes, et donc que ses parents l'ont appelée Philomène, par marque d'originalité. Ouais, mais alors aussitôt, parce que c'est comme ça aussi sur le web maintenant, des lettres de lecteurs, mais comment Philomène en Italie, c'était 15 ans plus tard. Qu'est-ce que c'est que ce Balzac qui appelle Philomène par anticipation, donc une énorme gourance. Et le livre donc est repris, il arrive à le vendre à un éditeur, là je me rappelle plus le nom, un Courmarin ou Souverain, un nom comme ça, et là tout d'un coup Balzac met une note. Alors la note de correction, c'est dire oui, l'auteur a bien compris suite aux notes abondantes de lecteurs qu'il avait commis un anachronisme, mais la littérature est au-dessus de ça, tu parles. Alors il débaptise, c'est-à-dire il raye Philomène, il installe Rosalie, et pour l'imprimeur, il dit effectuer les remplacements tout au long du livre. Et le livre, dans cette édition isolée, va s'appeler Rosalie. Simplement, quand il revient, alors il a une Eugénie, il a une Honorine, il a une Ursule. Et cette Rosalie, qu'est-ce qu'elle a? Elle a un happy end. Elle a commis un crime. C'est quoi son crime? C'est le faux en écriture, c'est d'avoir imité et fabriqué une fausse lettre. Eh oui, mais la fausse lettre, comme par hasard, c'est ce même mélodrame sur l'amour qui est celui-là de la transposition même que fait Savarus quand il écrit cette nouvelle, parlant de son amour malheureux et de sa rédemption. Et donc, l'histoire qu'elle écrit, c'est-à-dire d'avoir envoyé une fausse lettre à la duchesse qui répond à Albert Savarus, vous êtes libre, et lui, du coup, qui va s'enfermer à la Grande Chartreuse, ce crime-là, c'est simplement une fabrication de fiction biographique qui est exactement l'emboîtement et du livre et de la nouvelle dans le livre. Et là, Savarus, finalement, c'est un drôle de truc. Mais elle a commis un crime. Alors, est-ce que le crime est grave? Est-ce qu'il est grave pour Albert Savarus? Oui, parce qu'au lieu de la duchesse, voilà qui s'est fait moine dans la Grande Chartreuse et on n'en sort plus. Est-ce qu'elle a commis un crime contre elle-même? Oui, puisque l'amour qui portait sa vie, c'est-à-dire ce type vu de loin dans sa petite chambre d'écriture éclairée la nuit, de sa propre fenêtre, et puis en s'approchant, en montant sur le petit belvédère, le voyant se promener dans son jardin, eh bien, il lui échappe. Et totalement. Évidemment, là-dedans, il y a un personnage qui va servir, c'est une sorte de chanoine du lieu qui connaît aussi bien l'avocat, aussi bien qu'elle, qu'aussi bien ses parents. Est-ce que ça va adoucir le crime? Non, c'est lui qui, au contraire, va révéler le crime à Savarus. Mais Savarus répond, bon, c'est comme ça, mais je lui pardonne parce que à la Chartreuse, j'ai trouvé ma voie. Et je porte le deuil de cet amour, et le deuil de cet amour m'a grandi mieux que la réussite mondaine que j'aurais pu devoir à la duchesse s'il n'y avait pas eu la fausse lettre. Alors à quoi on arrive? On arrive que donc, le vieux papa meurt. Allez, là, Balzac, dans son scénario, ce matin, je me débarrasse du vieux papa. Il collectionne les insectes et les fossiles, il s'intéresse à la minéralogie. Il a sa terre là qui est au-dessus du lac. Au fond du lac, j'aperçois quelque chose qui pourrait être une trace fossile d'insecte. Plouf, il meurt, débarrassé. À partir de ce moment-là, commence l'écroulement du château de cartes. Le gigolo marie la mère. Et la fille, et là par contre c'est du dur, dire... Je refuse cette loi qui fait que les parents condamnent les jeunes filles, puisque au début de l'histoire, elle a 17 ans, à la fin de l'histoire, elle a 21 ans. Je refuse cette loi implicite qui condamne les filles à épouser le bonhomme plus âgé qu'elles, qui leur est assigné par les parents,
Et là, au terme d'une opération de captation d'héritage, où toutes les armes du gigolo ont été dressées sur la mer, vers la mer. Et donc, là, il y a ça dans Albert Savarus. Eh ben, épouse-le, toi, ce type plus jeune que toi. C'est ce qu'elle fait. Et ça finira bien pour eux, avec juste ce petit truc un peu marrant que finalement, elle a quand même 2 enfants alors qu'elle arrive à 40 ans. C'est pas grave. Mais elle, en revenant à Besançon, elle s'isole dans cette terre, dans le lieu où est mort son père. Dans ce manoir au-dessus du lac, dans les montagnes, et elle s'enferme dans cette terre, et on dit qu'elle va à la chasse, donc elle s'attribue les prérogatives de l'homme, elle gère sa terre, elle gère les bénéfices, de toute façon elle n'a que ça pour vivre, et c'est pas beaucoup, mais elle est toujours sur le lieu où, globalement, elle a tué son père, puisque l'histoire de venir avec son père, là, c'est le jour du lac, ce lac qui est un des 3 lacs en superposition permanente dans le livre, eh bien, c'était justement pour contraindre son père à faire un procès pour lequel elle embaucherait l'avocat, et donc l'avocat aurait le droit de venir chez eux, et ça y est, commenceraient ces manipulations. Donc ça fait partie aussi du crime. Et puis il y a cette fin. Alors, moi je l'appelle Philomène, je ne peux pas l'appeler autrement parce que c'est comme ça, l'anachronisme de 15 ans, là j'en ai rien à fiche, et puis Rosalie, comme ça. Mais Balzac, donc, pourquoi il n'appelle pas le livre, et donc l'avocat, le Savarus, qu'est-ce qu'il fait comme apparition, qu'est-ce qu'il fait comme... Ben, pas plus que ça, c'est-à-dire le personnage qu'on suit en permanence, c'est uniquement cette Philomène. C'est-à-dire que ce Savarus, est-ce qu'il a d'autres incarnations là que le type dans sa chambre à livres et menant cette vie secrète et ses allers-retours qu'on aperçoit comme en miniature là au bout d'une lorgnette, ou bien ensuite comme moine à la grande Chartreuse, et puis ce flashback sur cette expérience dans la presse qui pour lui n'a pas été une réussite. Non, c'est tout. Et l'histoire avec sa duchesse, elle est une sorte d'emboîtement de la nouvelle imbriquée, etc., etc. Donc finalement, ça pourrait largement suffire. Est-ce que Balzac, quand il rebaptise Philomène Rosalie, et qui finalement elle sera Rosalie dans l'édition Furne corrigée, alors qu'elle est Philomène, pour certains d'entre nous définitivement dans l'édition Furne, il y a ça tout à la fin. En 1841, donc au moment même où Balzac écrit, elle a quitté Besançon dans l'intention, disait-on, de se marier, mais on ne sait pas encore la véritable cause de ce voyage, d'où elle est revenue dans un état qui lui interdit de jamais reparaître dans le monde. Par un de ces hasards auxquels le vieil abbé de Grancey avait fait allusion, elle s'est trouvée sur la Loire, dans le bateau à vapeur dont la chaudière fit explosion. Mademoiselle de Watteville fut si cruellement maltraitée qu'elle a perdu le bras droit et la jambe gauche. La seule occurrence dans la comédie humaine où pour punir un personnage, on l'estropie physiquement en lui supprimant un bras et une jambe. Et en lisant ça, je me dis, mais c'est quoi ça? C'est Balzac, ça? Bah ouais. Son visage porte d'affreuses cicatrices qui la privent de sa beauté. Sa santé soumise à des troubles horribles lui laisse peu de jours sans souffrance. Enfin, elle ne sort plus aujourd'hui de la Chartreuse des Rouxey, où elle mène une vie entièrement vouée à des pratiques religieuses. Rien qu'avec le mot chartreuse, on a presque un parallèle avec la fin de Fabrice dans la Chartreuse de Parme. Alors effectivement, alors là je suis parti. Alors la Loire, à partir de 1822, on introduit des bateaux avec chaudière. Et le mot chaudière, par exemple, les trains, les locomotives chez Chateaubriand, comment on appelle ça? On appelle ça des chaudières errantes. Quand il s'agit d'un bateau qui remonte un fleuve,
donc toute cette navigation qui s'inscrit sur la Loire de Nevers et Orléans jusqu'à Nantes et de Nantes jusqu'à Paimboeuf, l'estuaire, eh ben là, c'est pas errante puisqu'il y a les deux bords du fleuve. Et en 1837, alors paradoxe aussi, en 1842, il y aura de nouveau une explosion de chaudières et cette fois, il y aura encore plus de morts. Mais donc, ça veut dire qu'un an après le livre, il y aura de nouveau un bateau qui explose. Mais en 1837, on est à Ingrande. Alors Ingrande, c'est un bateau qui vient qui rejoint Angers. Apparemment, si on lit les archives, il s'est pris un tas de sable. Donc le capitaine, pour se dégager du tas de sable, a poussé la chaudière. Il arrive et puis ensuite, comme ils étaient en retard, ils avaient perdu 50 minutes, il pousse. Et le bateau, avant d'arriver, qui remonte la Loire en plus, avant d'arriver à Angers, dans ce village-là qui s'appelle Ingrande, vous pouvez aller voir le lieu, ça explose. Il y a 5 morts et il y a tout un paquet de blessés. Et pendant des mois, on va raconter ça. Au point que, tenez, photo, la seule que je vous mettrai, on invente à Nantes, dans un chantier qui s'appelle Guibert, et les chantiers de la Loire, ça existe toujours à Nantes. Il y a même un musée maintenant, formidable. Eh bien, on invente les chaudières inexplosibles. Les chaudières qui ne feront pas exploser, qui ne feront pas explosion parmi les 250 passagers. Pourquoi ? Parce qu'elles seront basse pression. Et donc, les bateaux s'appelleront les inexplosibles. Et la fortune des inexplosibles va continuer jusqu'à 1880, par là, quand vraiment le train, Orléans, Angers, Saumur, Nantes, aura relayé tout ça. Voilà, Albert Savarus. Mais cette mort... Alors, on est tout à Besançon. Qu'est-ce qu'elle va faire sur un bateau de Loire ? Balzac, lui, a pris ces bateaux de Loire. Et ça veut dire qu'en 1831, quand il fait son voyage avec Madame de Berny, il y a déjà de ces chaudières à vapeur qui vous permettent de descendre la Loire vite. Est-ce que lui était dans un bateau à vapeur ou pas ? Je ne sais pas, parce que 1830, ça commençait tout juste. N'empêche qu'il en a vu. Et donc en 1837, à ce moment-là, lui, il est très souvent assaché. Quand il y a ce fait divers à Ingrande, donc malgré tout très près de ce bateau qui explose, il y aura des accidents de chemin de fer, mais à partir de 1845-1847. Mais les morts par machine, c'est encore tout frais. Mais tout d'un coup, pourquoi ce fait divers, il le ramène là, dans Albert Savarus, et prend son personnage, cette Philomène à laquelle il a déjà fait subir ce portrait d'adolescente, alors que c'est la mère qui la défigure, qui l'installe. Ce double crime, est-ce que la tuer le père, c'est ça ? Non, mais la mort du père quand même dans le lac, c'est quand même un drôle de truc, puisque c'est ça qui libère, et la mère, et l'amant de sa mère. Et puis ensuite, la révélation de la fausse lettre, l'enfermement d'Albert Savarus, et donc la condamnation de leurs triples amours, la duchesse, Savarus et Philomène. Sauf que l'amour de Philomène pour Savarus n'en aura jamais été même au courant avant que lui soit révélée la fausse lettre. Donc oui, il faut la punir. Alors comment la punir ? Est-ce que la relégation en tant que paysanne des montagnes dans ce domaine des Rouxey au bord du lac, dans une terre pauvre, ça suffit pas avec l'ouverture du temps ? Non, tout d'un coup là, mystère. Si vous avez une solution, expliquez-moi. Et ce truc quand même incroyablement choquant, c'est-à-dire que la punition divine... La preuve, c'est l'abbé de machin qui a été ce chanoine là, qui a servi de mezzothermine et tout au long du livre, c'est lui qui tout à la fin reparaît avec sa main vengeresse. Et en la mettant dans l'accident de la chaudière, elle n'est pas dans les 5 morts, elle est dans les 15-20 blessés, grave, perd un bras, perd une jambe, elle a le visage défiguré. Voilà comment se ferme Albert Savarus. Et le livre s'appellera Albert Savarus, il s'appellera même pas Philomène, tragédie. Voilà. Un pro sur Balzac. Moi, ça me fait du bien, il y en aura d'autres. Merci.